international et stratégique d'une suprématie, paru en 2000. Femmes du Maghreb, l'enjeu, c'est paru en 1983, ou encore le dernier ouvrage paru, 93, pardon. Ou encore le dernier ouvrage paru, Les Malheureuses, 5 Tunisiennes dans l'histoire, et c'est sorti en 2017. Nous sommes également avec Maboula Soumaoro, maîtresse de conférences en civilisation du monde anglophone. L'année dernière, vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Columbia aux États-Unis et à Bennington College. Cette année, vous êtes à l'Université de Londres et à Sciences Po. Vous êtes présidente de l'association Black History Month que vous avez fondée. Vos travaux portent sur le nationalisme noir et les diasporas africaines. Vous avez coécrit un essai intitulé Sur la question noire aux États-Unis, 1935-1948. C'est paru aux éditions Sileps. Enfin, Rokhaya Diallo, vous êtes militante associative, journaliste, écrivaine et documentariste. Vous avez notamment réalisé les marches des libertés. Votre engagement porte sur la lutte contre le racisme et les préjugés raciaux. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais comme Racisme au mode d'emploi. Vous êtes également à l'origine d'une exposition qui s'appelle Afro, tirée de votre livre qu'on voit juste devant, coécrit avec Brigitte Songuier. L'exposition a lieu à la Maison des Métallos. Enfin, vous vous définissez, c'est dans les Inrocks en 2017, dans un article des Inrocks, vous définissez comme une féministe intersectionnelle et décoloniale. Alors, première question pour vous, mesdames, j'espère qu'on m'entend bien. Nous avons vu au siècle dernier les premières victoires féministes en Occident, avec d'abord le droit de vote, puis la réappropriation de la procréation. Des victoires qui ont pu parfois résonner comme la fin d'un combat, mais d'autres fenêtres s'ouvrent aujourd'hui comme celle du harcèlement dont on parle beaucoup. Alors ce combat féministe prend aussi d'autres formes ailleurs, je pense aux Saoudiennes qui ont obtenu récemment le droit de conduire, ou encore aux Kenyanes qui ont fait que leur voix compte dans la légalisation de la polygamie. Ma première question pour le débat sera celle-ci aujourd'hui. Pour vous, quels sont les nouveaux territoires du féminisme, mesdames? Et je vais passer la parole à Ken Bouboul pour commencer. Il ne fallait pas vous passer la parole en premier parce que je ne sais pas si je suis... Est-ce que vous vous considérez comme une féministe? D'abord, il faudrait que je sois sûre que je sois une femme. D'abord, oui, le terme... si dans le féminisme il y a femme, bien sûr, comme j'ai des accessoires de femme, bien sûr, donc étant une femme, on peut aller jusqu'à féminisme. Mais en tant qu'individu vivant en Afrique, je ne me suis pas sentie concernée depuis les années 80, 78, disons. Parce que c'est en 1978 au Sénégal, on a eu un mouvement féministe qui s'appelait Yewi. On se réveille, on est éveillé et on éveille les autres. Se réveiller et éveiller les autres avec les Marie-Angélique Savané, les Fatou dans les années 78. Mais je suis allée. Je me rappelle à cette époque, je pense que je ne sais plus dans quelle situation je me trouvais. Je me rappelle que Marie-Angélique m'avait traité de paradoxal parce que je ne pouvais pas parler des droits des femmes et en même temps me mettre du vernis à ongles, m'occuper de ma beauté pour venir à la conférence, la première conférence qui s'était tenue à la Chambre de commerce, place de l'Indépendance à Dakar. Je trouvais que c'était paradoxal. Je dis oui, mais pas parler des droits des femmes, etc. n'empêche pas de me mettre du vernis. Et j'avais même pas de vernis, c'était du henné que je mettais arrangé, etc. Donc de ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi elle m'a traité de paradoxal que je vienne à la première conférence de Yewi et on me reprochait mon vernis à ongles qui était même du henné. Donc, à l'époque, au Sénégal, après les 1975, l'année internationale de la femme, on nous avait mis dans la tête que parler de la femme en termes de contribution au développement du pays, en termes que donc elle devait avoir accès à l'éducation, elle devait accès au crédit, elle devait accès à la propriété. En plus, ça, c'était cet accès au crédit, à la propriété, etc. C'est-à-dire ça, c'était des héritages que nous avions eus
avec les invasions des religions comme l'islam et comme le christianisme qui nous avait peut-être enlevé des acquis qu'on avait dans les sociétés matriarcales. Il y a une jeune auteure, elle est un peu moins jeune, qui s'appelle Sorna Benga, qui a écrit un livre qui s'appelle La Balade du Sabador, qui est sorti aux nouvelles éditions africaines. Et dans La Balade du Sabador, c'est-à-dire c'était montrer comment les femmes, par exemple, au niveau de Saint-Louis, qui était une ancienne commune française pendant la période coloniale, les femmes ne rejoignaient pas un domicile conjugal. C'est-à-dire que les femmes étaient chez elles. Et c'était l'homme qui se déplaçait pour aller chez la femme. Donc c'est pour ça qu'elle appelait ça la balade du sabador. Le sabador, c'est l'habit comme un carcan. Donc le monsieur traînait son sabador pour aller chez la femme qui ne bougeait pas de chez elle. Donc elle avait déjà son chez-soi. Alors que quand on a reçu l'islam et surtout le christianisme, où c'est l'homme qui devait subvenir à ses besoins, et que la femme devait rejoindre le domicile conjugal, donc aller chez l'homme, que les choses avaient commencé à changer. Donc à partir de 1975, c'était redevenir ce qu'on était, c'était récupérer l'accès au crédit, à la propriété, etc. Donc quand il y a eu les mouvements féministes sont arrivés donc 78-1980, pour les femmes au Sénégal, de quoi il s'agissait? Parce que tout de suite, on nous a reproché de nous faire belles, on nous a reproché l'excision, on nous a reproché le gavage, c'est-à-dire c'était tout de suite des attaques. Donc il y avait des représentants de la Mauritanie qui étaient gavés, etc. Il y avait des représentantes du Mali qui se sont énervées. On n'était pas venu ici pour qu'on commence à nous chercher des noises. On est en train de chercher des solutions pour les femmes et non en train de nous faire des reproches. Donc déjà, à partir de 78-80, ce terme de féminisme que certaines, surtout les Maliennes, avaient dit oui, ça c'est des trucs qui viennent d'Italie, des Donadei d'Italie, des mouvements féministes du Danemark, même pas des mouvements féministes de France, mais c'était l'Italie et le Danemark qui faisaient beaucoup cette pression sur ce seul mouvement féministe qu'il y a eu au Sénégal, Yewi Yewi. Donc ça a créé déjà un schisme, déjà, par rapport à ce que nous on pensait que notre émancipation était plus de redevenir ce qu'on était et de nous réapproprier ce qui nous appartenait plutôt que d'engager un nouveau combat. C'est ça que je peux dire pour le moment. Et merci pour cette introduction. Sophie Bessy, je vais faire une apologue. Quels sont selon vous les nouveaux territoires du féminisme à conquérir? Je vais essayer de répondre à cette question. D'abord, vous avez posé à Ken de Gaulle la question de savoir si elle était féministe. Je vais peut-être commencer par là. À partir du moment où le féminisme signifie l'égalité absolue en droit et en dignité des hommes, des femmes et des hommes, évidemment, je suis féministe. Je l'ai toujours été et j'ai milité pour cette égalité depuis mon adolescence. Et je crois qu'il est important de revenir à la vérité des mots, c'est-à-dire de ne pas les investir de ceux qui ne sont pas. Le féminisme, au départ, et n'oublions pas qu'il n'est pas né uniquement dans les pays occidentaux, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis. Si vous prenez le monde arabe, le premier féminisme est né autour des années 1920. Et il y a de grandes figures dans les années 1920. Je ne prends que les pays arabo-africains à dessein, mais en Égypte et en Tunisie, par exemple. De grandes figures qui ont éclairé la naissance d'un véritable mouvement féministe qui a demandé l'égalité des droits, et pour ce qui était des musulmans, l'abolition de la polygamie, l'abolition du voile, etc. Donc, si l'on revient à la vérité d'un mot, c'est-à-dire l'égalité absolue en droit et en dignité, bien entendu, je suis féministe et je persévère là-dedans. Maintenant, est-ce que le féminisme est nouveau? Je crois qu'il a davantage de nouvelles expressions que de nouveaux dérives. Parce que
dit, le territoire du féminisme est balisé par le cœur, par le fond de la revendication. Et ça, c'est un territoire unique. En revanche, il a non pas de nouveaux territoires, je dirais des territoires différents. Même si je pense qu'il y a un universel féministe et le fait que toutes les femmes doivent se battre, ou se sont battues pour une série de droits, les modalités de la lutte féministe ne peuvent pas être les mêmes à Copenhague ou à Nairobi, à Tunis ou à Buenos Aires. Donc il y a des modalités différentes de la lutte en fonction des contextes anthropologiques et sociologiques dans lesquels nous nous trouvons. Sans noircir le tableau, sans éclairer le tableau, par exemple, là où je diverge un peu avec Kengo, ce qu'elle vient de dire, c'est que aucun anthropologue n'a jamais réussi à découvrir un matriarcat sur le continent africain avant la colonisation. Ken Bobo a parlé de société matrilocale. Hein, donc la femme, effectivement, comme l'homme, quand l'homme va chez la femme, c'est une société matrilocale. Mais il faut voir en général, dans ces sociétés qu'on a appelées matriarcales, ce sont les hommes de la famille de la mère qui ont le pouvoir, non pas les hommes de la famille du père. Donc il faut faire, je crois que une façon d'être féministe aussi, c'est de ne pas penser que tout vient de l'intrusion étrangère, même si beaucoup de choses viennent des intrusions étrangères sur notre continent. Il faut à la fois, et c'est ça à mon sens tenir les deux bouts de la chaîne dans une lutte féministe africaine, il faut à la fois voir ce qu'ont imposé les intrusions coloniales, ce qu'ont imposé les intrusions culturelles étrangères, et en même temps balayer devant notre porte, c'est-à-dire voir ce que dans nos sociétés, aussi différentes puissent-elles être, de la pointe sud de l'Afrique à la pointe nord de l'Afrique, ce qui dans nos sociétés a également contribué à l'oppression des femmes. Parce que je crois qu'il y a un universel, c'est l'oppression des femmes. Et à l'intérieur de cet universel de l'oppression, bien évidemment, toutes les femmes ne subissent pas le même type d'oppression. Voilà. Par exemple, je donne un exemple pour terminer. Il est évident qu'à l'intérieur de ce qu'on peut appeler la catégorie femme, une femme de la bourgeoisie et une femme du prolétariat, une femme de la campagne et une cadre qui travaille dans les beaux arrondissements parisiens ne subissent pas le même type d'oppression et d'exploitation. Parfois c'est l'oppression, parfois c'est l'exploitation, parfois c'est les deux. Donc je crois qu'il faut s'entendre sur ce dont on parle pour savoir non pas si on est féministe ou pas, mais comment on est féministe. Je voulais très rapidement pour éclairer, enfin pour dire à Sophie, par exemple quand on dit société matriarcale, par exemple au Congo, c'est la famille du côté maternel. Au Congo, chez les Lari, parce qu'au Congo, il y a les Lari, il y a les Mochi, etc. Mais chez les Lari, donc côté. Mais au Sénégal, ça veut dire que le matriarcat passe par la sœur du père. C'est la badienne qui est responsable du destin de la fille. C'est la badienne. C'est un élément fondamental qu'on retrouve un peu dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, cette grande royale. Donc, c'est-à-dire, c'est la sœur du père qui prend en charge ce côté féminin dans la hiérarchisation de la famille. Alors que si c'est du côté maternel, c'est le frère de la mère, le nidjaï, c'est l'oncle. Donc, le fait que ce soit la sœur du père, donc l'élément féminin dans cette branche du père, qui est responsable de la gestion, entre guillemets, bien sûr, du destin des filles, ça se rattache au père. Donc, elle a bien raison de dire, quand on dit le matriarcat, parce qu'on pense que c'est du côté de la mère, mais en fait là, c'est l'élément féminin chez le père. Ça reste du patriarcat. Mais c'est l'élément féminin, c'est la sœur, la badienne. Et maintenant, du côté de la mère, c'est l'homme, c'est le frère, le nidjaï. Fondamental, essentiel jusqu'à aujourd'hui dans nos cultures. Alors que quand j'habitais à Brazzaville, j'habitais au Congo, chez les Lari, c'est la branche maternelle
qui assure la gestion aussi bien des garçons que des filles. Merci pour votre précision. Passer la parole. Juste de quelles les femmes, dans cette configuration-là, la question qu'il faut se poser, de quelle idéologie sont-elles porteuses et qu'est-ce qu'elles transmettent? Alors justement, Rokhaya Diallo, je ne vous demande pas si vous êtes féministe, parce que comme je vous disais en présentation, vous vous présentez comme une féministe intersectionnelle et décoloniale. Alors justement, peut-être que l'intersectionnalité, des fois, est un nouveau territoire. Est-ce que c'est une nouvelle modalité du féminisme? Est-ce que ça devient essentiel pour vous dans un contexte français, je précise? Alors bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je suis très heureuse d'avoir été invitée par Présence Africaine pour participer à cette table ronde et voilà, de faire la connaissance de Camille Bouboul, dont je connaissais les ouvrages, et voilà, de parler à vos côtés, mesdames. Effectivement, c'est vrai que je m'exprime depuis la France, et quand je parle de féminisme intersectionnel, c'est un féminisme qui est en prise en fait avec les différentes formes d'exclusion. Et je rebondis sur ce que disait Sophie Bessis à l'instant, en expliquant que parmi les femmes, en fait, au sein du groupe qui est constitué comme un groupe féminin, il y a plusieurs destins différents. Effectivement, il y a des différences de classe, mais il y a aussi des différences de position sociale qui sont liées, par exemple, à des appartenances raciales, à des orientations sexuelles ou à des situations de handicap, différentes variables. En France, la question de l'intersectionnalité a été très débattue récemment, et notamment avec l'émergence, en tout cas la mise en visibilité, parce que je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau, de ce qui a été baptisé récemment l'afroféminisme, et les voix particulières des femmes noires françaises au sein du féminisme français. Car il est vrai que jusqu'ici, en France, le féminisme était porté essentiellement par des femmes blanches, hétérosexuelles, qui mettaient et plutôt bourgeoises, qui mettaient en avant leur considération du point de vue de leur classe dominante. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'émancipation des femmes françaises et de tout ce qu'elles ont pu, enfin tout ce en quoi elles ont œuvré pour permettre aux femmes d'accéder à un certain nombre d'outils de libération sur le plan financier, sur le plan de la disposition de leur corps, avec des victoires comme l'interruption volontaire de grossesse dans les années 70, qui aujourd'hui est remis en question contre toute attente. Mais malgré tout, il faut rappeler qu'en France, l'émancipation des femmes et leur possibilité d'accéder notamment à la sphère professionnelle s'est fait aussi à la condition d'exploitation d'autres femmes. On voit que beaucoup de femmes occidentales blanches travaillent en faisant garder leurs enfants par des femmes immigrées, pour la plupart non blanches. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi interroger. C'est-à-dire que lorsque on promeut sa propre émancipation, il faut aussi se rendre compte de son privilège et du fait qu'on peut soi-même être actrice d'une libération qui ne concerne pas toutes les femmes et parfois même participer à l'exploitation d'autres femmes. Et puis le fait d'être une femme, c'est-à-dire opprimée en tant que femme, n'empêche pas d'être raciste. Et j'ai parlé de l'afroféminisme, mais je peux parler aussi de l'islamophobie en France, qui a été nourrie par des théories pseudo-féministes. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, tous les débats qu'on a pu avoir autour du voile depuis maintenant 28 ans, depuis 1989, ont été en grande partie portés par des personnes qui se présentent comme féministes et qui considèrent en fait qu'elles ont le droit de dire à d'autres femmes que la voie unique du féminisme, c'est la voie du dévoilement. Et donc, avec des arguments pseudo-féministes, on conduit au fait d'interdire l'accès à l'enceinte scolaire à d'autres femmes. Et c'est vrai que quand on se place sur un plan féminisme, je ne sais pas si c'est un cadeau à faire aux femmes que de leur dire que parce qu'elles portent un foulard, elles n'ont pas le droit d'accéder à l'instruction, qui est un des outils de l'émancipation intellectuelle. Et donc, c'est un débat qui a rendu nécessaire en fait le fait que les femmes musulmanes puissent s'exprimer en leur nom propre, expliquer les raisons pour lesquelles elles choisissent ou ne choisissent pas telle ou telle tenue vestimentaire, et pour quelles raisons en fait il n'y avait pas d'antinomie mécanique et automatique entre le fait de choisir une tenue traditionnelle religieuse et le fait de grandir des valeurs féministes. Et puis sur la question de la couleur de peau, en tout cas de l'apparence physique, je vais prendre un exemple très simple, je pense qu'on le développera après, c'est l'exemple de la beauté. La beauté, dans l'idéologie féministe majoritaire, est considérée comme une source d'oppression. Et donc, quelque part, un carcan dont il faut s'affranchir, dont il faut nécessairement s'émanciper, et qui finalement, il faut remettre en question sans jamais considérer que c'est un idéal auquel accéder. Pour les femmes dont les apparences ne correspondent pas aux canons, qui sont érigés comme les canons dominants, donc pour les femmes qui ne sont pas blanches, qui ont les yeux bridés, enfin les yeux dits bridés, qui ont la peau sombre, qui ont les cheveux frisés, finalement la beauté, en fait, ça représente davantage
comment dire, un idéal à atteindre. En tout cas, le fait d'être beau, c'est quelque chose qu'il faut imposer et qu'il faut associer à son apparence. Du coup, c'est vrai que ça place nécessairement les femmes qui sont très très éloignées de ces canons de beauté, ça les place en décalage par rapport à une idéologie qui voudrait complètement détruire cette aspiration. Parce qu'elles ont besoin, avant de s'affranchir de ces canons, de montrer qu'elles peuvent au moins y aspirer et au moins s'en approcher. Et donc c'est pour ça que je pense que ces dernières années, il y a une forme de complexité dans le féminisme français qui a été rendu visible, qui je pense existait depuis très longtemps, mais qui a été rendu visible notamment grâce aux réseaux sociaux, et qui a permis à des voix très très différentes, non seulement de s'exprimer en leur nom propre, mais aussi de contester la légitimité de certaines femmes qui prétendaient parler au nom de toutes les femmes. La question des représentants, on y reviendra après. Dernière question pour vous, Moumoula, est-ce que vous êtes féministe? Donc bonsoir tout le monde. Merci encore à Présence africaine, dont je pense que 2017 marque le 70e anniversaire de la fondation. Donc je suis toujours honorée et heureuse de participer à des événements organisés par Présence africaine, qui est une maison précieuse à Paris. Voilà. Donc je voulais commencer à Paris et dans le monde. Je voulais commencer par dire ça. Donc la première question, est-ce que je suis féministe? Contrairement aux 3 premières intervenantes, moi il est vrai que je n'ai pas grandi et je n'ai pas, même dans les années on va dire un peu plus jeunes, je ne me suis pas construite et comprise comme féministe. C'est pas un label ou une identité qui a compté pour moi. Mais maintenant, si on parle du féminisme en envisageant la lutte pour l'égalité pleine et entière, qu'elle soit politique, qu'elle soit au niveau de la dignité économique, j'ai envie de dire, bien entendu, en tant que femme cisgenre, je suis féministe en pratique. Mais il est vrai que je n'ai pas été élevée, je n'ai pas été au début de mes études, je n'ai pas été formée dans toute cette pensée féministe. Ce qui m'a intéressée plus récemment et plus tardivement dans mes études, c'est vraiment l'articulation de cette pensée politique féministe imbriquée avec le discours ou les traditions politiques qui luttaient pour l'égalité raciale, par exemple. Ça, c'est une question qui m'intéresse très profondément. Et je voudrais aussi dire que, donc, dans ma vision du féminisme, je pense à ce questionnement sur le genre, sur la question du genre, ce questionnement sur la question, sur les sexualités et sur les identités, c'est-à-dire qu'on parle des hommes et femmes, mais ça fait longtemps maintenant qu'on a des identités intermédiaires, voilà, des personnes qui se représentent ou qui veulent se présenter à la société de manière non binaire. Donc la question des transgenres, la question voilà, le questionnement profond du genre est aussi une question qui a été posée par les féministes. Voilà. Et également la question de la classe sociale et de la race. C'est des choses qui m'intéressent et c'est ce que Rokhaya Diallo mentionne. Je pense qu'on parle d'intersectionnalité, un terme qui est devenu très à la mode récemment, mais qui existe depuis longtemps, même s'il n'a pas été appelé de la même façon. En tout cas, une sorte d'étude, d'analyse des différents modes d'oppression et de domination. Voilà, c'est ça l'intersectionnalité. J'avais une petite définition, si vous voulez, c'est un terme qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination et de discrimination dans une société. Ça vous convient? J'ai trouvé ça dans le dictionnaire. Ça va à peu près. Parce que c'est pas seulement l'addition, c'est pas seulement l'addition ou l'empilement de plusieurs formes de domination, c'est également comment toutes ces formes de domination marchent, s'articulent les unes avec les autres. Donc c'est pas seulement l'addition. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'on pourrait dire que je suis féministe. Je suis noire, donc je pense qu'aujourd'hui on dirait que je serais afro-féministe également. Mais pour parler donc la deuxième question, les nouveaux territoires, moi le territoire qui m'intéresse et que je connais le plus, c'est le territoire français évidemment, et la question du féminisme ou des rapports de genre articulés à la question de la citoyenneté. C'est-à-dire que ce qui est apparu, et je pense que mes positions vont être assez proches de celles de Rokhaya, c'est comment en France, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, dans le moment post-colonial, puisqu'évidemment des choses se sont passées au cours du moment colonial et bien évidemment au cours du moment précolonial, mais ce qui m'intéresse c'est ce moment post-colonial français où la question du féminisme va de pair avec la question de cette nouvelle citoyenneté et les nouvelles difficultés que la France a à s'imaginer et à s'accepter elle-même.
C'est-à-dire que l'un des moments clés a été, par exemple, 2004, il y a eu 1989 et les premiers débats sur la laïcité. Et là, on a bien vu que la question du féminisme s'est articulée avec la question de la religion musulmane. Peut-on être féministe et musulmane? Peut-on être française et musulmane? Alors que les débats sur la laïcité, même si on fait souvent référence à cette loi de 1905, quand il y a eu l'érection de la mosquée de Paris, je crois que c'était dans les années 20 à Paris, quand il y a eu l'érection après la Première Guerre mondiale, pour un cadeau pour les troupes de tirailleurs, en tout cas les troupes coloniales musulmanes qui avaient servi la France. Donc cette érection de la mosquée de Paris, ou l'érection de l'hôpital musulman de Avicenne, voilà, donc à Bobigny. On était déjà bien après 1925 et il n'y avait pas 1905, pardon, et il n'y avait pas de débat sur cette laïcité. On pouvait, avec des fonds publics, ériger une mosquée et on pouvait nommer un hôpital public qui était destiné principalement à ces populations coloniales et qu'on nommait et qu'on reconnaissait et qu'on traitait comme musulmanes. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est dans ces mêmes débats autour de la laïcité, c'est vraiment la question de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on peut être un sujet colonial et musulman, mais on ne peut pas être français et musulman. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur la façon dont la France envisage son rapport avec des sociétés, avec des populations qui ont été construites historiquement comme autres. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, l'autre n'est plus un sujet colonial, l'autre peut également être un citoyen français. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors justement, Sophie Bestis, comment est-ce que vous comprenez que selon vous, le combat féministe soit maintenant indissociable finalement des luttes contre le racisme, contre l'islamophobie et contre l'homophobie aussi, on parlait de... Tout à fait. Bien entendu, le combat féministe le plus légitime, le seul combat féministe légitime, est dans ce sens, celui qui est indissociable de lutte contre toute discrimination. Bien sûr, donc, en premier lieu contre le racisme. Maintenant, là encore, il s'agit de définir le mot, puisque l'on est dedans. Je reprends ce que disait Rocaille sur la question de l'islamophobie et du voile. Je ne parle pas de la France. Je suis une citoyenne française tardive, on va dire. Je suis devenue citoyenne française à l'âge adulte. Donc, je parle plutôt de la rive sud de la Méditerranée, qui est mon expérience première. D'abord, le terme d'islamophobie. Tous les termes sont piégés, tous les termes sont politiquement construits. Je pense que tout le monde, absolument tout le monde, a le droit de critiquer une religion et de dire je n'aime pas telle religion pour telle raison, quelle que soit la religion. Donc, première chose. En revanche, dire je n'aime pas ceux qui appartiennent à cette religion, c'est du racisme. Et donc, moi, j'emploie toujours le terme de racisme anti-musulman et jamais le terme d'islamophobie. D'abord parce qu'il inclut une dimension clinique qui me déplaît profondément, c'est-à-dire la dimension phobique. Et deuxièmement, parce qu'il m'interdit de dire telle religion me déplaît pour telle raison, me plaît plus que telle autre. Donc, j'emploie toujours le terme de racisme anti-musulman. Parce qu'il y a un racisme anti-musulman contre lequel il faut évidemment se battre. Deuxièmement, toujours de mon point de vue, de la rive sud, la question du voile. Dans ce petit bouquin, il y a l'histoire d'une femme, parmi les 5 femmes, qui en 1929, elle s'appelait Irène Tchèque, a fait une conférence à Tunis, enseignant contre l'obligation du port du voile. L'avait précédée en 1924, une autre femme, qui s'était également élevée contre l'obligation faite aux femmes de porter le voile. En 1920, au Caire, une autre femme, 1920-21, Hoda Shahraoui, s'était élevée également contre le port du voile. Donc vous voyez que dans le monde arabe, afro-arabe, c'est une vieille histoire. Elle n'est pas née en France, cette histoire. Et que donc la première génération féministe dans le monde arabo-africain est une génération qui s'est levée contre l'obligation du port du voile. Parce que c'était une expression de la domination masculine, c'est-à-dire que c'était un mur portatif, d'une certaine façon. Ce n'était plus l'enfermement, la claustration des femmes citadines. Dans l'islam citadin arabe, il y a la tradition de claustration des femmes. Citadin arabe, je pèse mes mots. Et que là, bon, c'était un mur portatif. Les choses, bien entendu, ont changé de nature dans la mesure où l'islam politique a
réussi cette prouesse extraordinaire de faire passer le voile du domaine de la tradition au domaine de l'obligation religieuse. Jadis, porter le voile, c'était la tradition. Et quand les femmes voulaient se défaire de la tradition, à quelque milieu social qu'elles appartiennent, moi je me souviens dans mon enfance, dans ma petite enfance, le grand mouvement de dévoilement qui a eu à la fin des années 50 en Tunisie, c'était des femmes de ménage comme les bourgeoises qui ont le voile. Elles s'enlevaient, elles se débarrassaient de la tradition. Aujourd'hui, c'est un phénomène religieux. Et donc, est-ce que pour autant, il est oui ou non un signe d'oppression? Et nous, les féministes tunisiennes, avons forgé une sorte de façon de faire avec le voile, qui est, nous sommes contre le voile, parce que il est un signe d'oppression, et d'ailleurs, l'obligation coranique de porter le voile est tout à fait sujet à la question. En revanche, nous ne sommes pas contre les femmes voilées, parce qu'il y a une pluralité de raisons de porter le voile, et que être contre le voile en tant que symbole ne veut pas dire être contre les femmes, parce qu'il y a cette pluralité. Et je crois qu'il faut tenir, comme toujours, les deux bouts de la chaîne. Bon. Donc, maintenant, autre chose. Colonial, pré-colonial, post-colonial. Où on en est avec tout ça? Où on en est avec tout ça? Je crois que la tentative de ma génération, et ce que j'espère être la tentative de la génération qui me suit, c'est de dépasser le colonial, c'est-à-dire de trouver les linéaments d'une histoire dans laquelle le colonial prend sa place, toute sa place, mais rien de sa place, et pas davantage. Et qu'il faut, pour analyser nos sociétés, et analyser notre devenir, et analyser ce que nous pouvons faire, c'est dire quelle est la place du colonial, quelle est la place du non-colonial. Et moi, ce que je déplore dans ce post-colonial, décolonial, etc., c'est qu'au fond, le colonial est l'étalon suprême. Je ne veux pas que le colonial soit l'étalon suprême. Je veux relativiser le colonial, et en relativisant le colonial, je pourrais retrouver un universel décolonisé. Et voilà quelle est, moi, mon ambition, et quelle a toujours été mon ambition. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste répondre parce que j'ai été intervenue directement, sinon je risque de perdre le fil de mes idées. Alors, pour commencer, il y a un argument qu'on entend toujours par rapport au voile, c'est le Coran. Alors, moi, je vis dans un pays qui est laïque, où le Coran n'a pas de valeur juridique, donc finalement, que le voile soit une obligation ou non du Coran, je pense que ça importe peu à la République. La République se fonde uniquement sur ses lois et sa constitution. Donc, je crois que c'est un argument qui ne devrait pas être mobilisé dans le débat, dans un débat politique. Non, je ne le prends pas. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup. Ouais. Je le prends parce que, disons, dans les pays comme la Tunisie, enfin comme les pays du Maghreb, entre autres, bon, maintenant le grand débat, c'est qu'est-ce qui est coranique, qu'est-ce qui n'est pas coranique. Mais vous avez tout à fait raison de dire que dans la République française, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère de droit. Voilà. Y compris des gens, des éditorialistes français qui vont d'un coup se faire des spécialistes du Coran et expliquer à des femmes voilées que selon leur lecture, voilà, c'est ça, voilà. Donc, et puis l'autre chose, c'est que moi, en tant que féministe, je ne suis ni pour ni contre le voile. Je suis pour le fait que chaque femme puisse disposer librement de son corps. Qu'elle veuille se couvrir ou qu'elle veuille se découvrir, eh bien c'est son droit le plus essentiel. Et pour moi, en tant que féministe, on doit construire des conditions, qui permettent aux femmes de vivre leur corps comme elles le souhaitent. En France, ce que j'ai pu déplorer dans la manière dont on a abordé la question du port du foulard, c'est qu'il y avait une approche qui, d'une certaine manière, consistait à dire aux femmes qu'il n'y avait qu'une seule manière d'être libre et d'être une femme légitime, et d'être française, effectivement, comme le dit Mapoula Soumaoro. Or, à ma connaissance, il y a 2 prix Nobel qui portent le voile. Il y a Tawakkol Karman, qui l'a eu en 2011, je crois, qui est originaire du Yémen, et il y a Malala Yousafzai, qui se bat justement pour avoir le droit d'aller à l'école au Pakistan, alors qu'en France, je pense qu'elle n'aura pas le droit d'y aller, avec son voile, ce qui est assez paradoxal. Pour en revenir, voilà. Donc en France, en fait, personne n'est obligé de porter le foulard. Ce qui fait qu'en fait, dans un pays où l'identité culturelle, par défaut, c'est une identité, comme le dit Philippe Portier, qui a cherché en religion, catho-laïque, le fait de porter un foulard, finalement,
fait qu'on se rend visible en tant que musulman, dans un contexte où l'islam n'est pas une religion qui est très aimée. Le terme islamophobie, moi je l'amalgame, enfin pour moi c'est le même, c'est pareil, il est questionnable, il est imparfait, mais comme le terme homophobie, comme le terme négrophobie, mais moi je fais avec, je pense que quand on parle d'islamophobie, il n'est pas évidemment question de valider le blasphème comme appartenant au droit, parce que tout le monde a le droit de critiquer les religions, mais on parle bien du racisme qui vise les musulmans, et toutes les instances internationales, les Nations Unies en tête, utilisent le terme d'islamophobie pour désigner le racisme qui vise les musulmans, et personne, je crois en tout cas autour de la table, n'a envie de consacrer l'interdiction du blasphème comme faisant partie du droit. Donc moi je crois vraiment que c'est important et puis c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que vous parlez du contexte tunisien, et cette idée de parler des Françaises qui portent le voile, en France, les Françaises qui portent le voile sont souvent associées à des femmes d'autres pays qui portent le voile, mais qui le font de manière forcée. Et beaucoup de féministes françaises disent à des jeunes femmes qui sont de Paris, de Saint-Denis, de Sarcelles, ou de Lyon, de Marseille, leur disent, mais vous vous rendez compte qu'en Iran, en Afghanistan, en Irak, en Arabie Saoudite, en Égypte, que sais-je, les femmes sont obligées à porter le voile, et ce que vous faites en le portant, c'est que vous nuisez à leur combat. Or, c'est une manière déjà de refuser de les considérer comme des Françaises, parce qu'elles portent le voile en tant que Françaises dans un pays qui est un pays laïque et qui n'est pas une théocratie autoritaire, et de mettre en parallèle des situations juridiques qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que moi, en tant que féministe, je me battrai autant pour qu'une femme soit libre de se voiler en France que pour son droit à se dévoiler dans un autre pays où elle n'aurait pas le choix que celui de se voiler. Donc c'est important aussi de nuancer, je pense, ce discours-là. Et encore une fois, pour moi, le centre de la réflexion, c'est vraiment la liberté des droits à disposer de leur corps. C'est-à-dire que j'ai autant milité auprès de mamans qui voulaient avoir le droit d'aller chercher leurs enfants à l'école avec leur foulard, qu'auprès de syndicats qui se battent pour que les prostituées françaises aient un cadre juridique qui leur permette de travailler et de payer, voilà, pas seulement de payer des impôts, mais aussi de recevoir un cadre juridique qui leur garantisse un socle social minimum, comme tous les travailleurs de ce pays. Donc pour moi, l'articulation centrale, c'est vraiment cette liberté pour toutes les femmes d'exprimer tout ce que leur permet leur corps, vraiment avec la protection et la bienveillance de la République. Merci. Temugul, vous voulez réagir peut-être à ce que je viens de se dire. On entend aussi derrière allez-y, oui, vous ne voulez pas? Non, c'est pas grave. Je voulais aussi questionner sur justement ce lien entre tradition et modernité. Pour certains, être féministe, c'est être moderne. Est-ce qu'on peut être traditionnel et être féministe, ou est-ce que les sociétés traditionnelles sont forcément patriarcales et donc sexistes? Non, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, parce que quand j'écoute Sophie, Wakaya et oui, c'est-à-dire que je suis hors du débat, parce que je ne me sens pas du tout concernée venant du Sénégal où notre combat est ailleurs. C'est-à-dire que là, je me dis, bon, d'abord, on parle de voile, de laïcité, d'islamophobie, de race, de racisme, etc. Mais franchement, entre le Bénin, le Togo, le Congo et le Sénégal, d'où je viens, où j'habite, les préoccupations des femmes ne sont pas du tout là-dedans, parce qu'on n'a pas des problèmes de voile, d'islamophobie, de laïcité. C'est pas, pour le moment, c'est pas nos préoccupations. Nous, on est dans d'autres préoccupations. Quand on parle de féminisme ou de l'émancipation des femmes, les sujets les plus chauds dont je peux parler aujourd'hui, c'est par exemple les violences domestiques, le problème du viol, le problème de l'interruption de grossesse suite à des viols, la pénalisation aussi, ce qu'il faut appliquer comme pénalité en cas de viol. Ça, c'est des problèmes que nous soulevons, qui nous préoccupent. Mais ce qui nous préoccupe en ce moment, aujourd'hui, au Sénégal, au Bénin, parce que je suis aussi de nationalité béninoise, ce qui nous préoccupe, c'est plutôt une question peut-être d'un féminisme matérialiste au niveau d'un système où les femmes doivent
avoir accès au capital, au crédit. Nous, notre souci aujourd'hui, vous demandez à une femme africaine moyenne, qu'est-ce que vous voulez? C'est un crédit. Pas une aide ni une assistance, prêtez-moi de l'argent, avec ça moi je vais travailler, je vais rembourser, etc. Avoir accès à la terre, parce que nous avons un problème de terre, toutes nos terres sont en train d'être bradées, le problème des économies familiales, etc. Et tout le monde sait que dans des pays par exemple comme le Bénin, bien que nous ayons nos Mama Benz, nos Nana Benz, qui ont quand même des millions, ou certains même ont des milliards, mais pour la majorité des femmes béninoises, peut-être même qui n'ont pas été à l'école, qui vivent dans les villages autour de Porto-Novo, etc., ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur lopin de terre pour pouvoir cultiver, aller vendre au marché, s'occuper de l'éducation des enfants, des soins de santé. C'est-à-dire que donc, le déphasage que nous avons, même quand nous suivons les informations pour celles qui ont la télé et la radio et comprennent ce qu'on dit en français, chaque fois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays européens là? Mais ils ont des problèmes vraiment, on n'est pas dans les mêmes soucis. Nous, notre souci, c'est la survie du quotidien, que nos enfants mangent, qu'ils aillent à l'école, qu'on puisse avoir accès aux soins de santé. Et si parmi les intellectuels ou l'association des juristes sénégalaises qui se battent beaucoup pour les droits des femmes, aujourd'hui, c'est vraiment des problèmes ponctuels. Mais nos soucis pour les femmes aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus, tout le monde le sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de femmes célibataires, chefs de famille, et que tout le monde sait que ce sont les femmes qui assurent la survie avec leur commerce, avec les coopératives, elles essaient de se battre. Et même le problème de la polygamie, aujourd'hui, n'est pas un problème au Sénégal. Parce que la législation au niveau du Sénégal, la loi, dit que c'est une question de choix. Parce qu'il y a des femmes qui veulent être dans des ménages polygamiques. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir un homme tout le temps avec elles. Parce qu'elles veulent avoir le temps de travailler dans les champs, au marché, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leur rôle dans la société, parce qu'il y a une forte demande de nos sociétés, etc. Et de plus en plus, nous voyons des femmes même éduquées, universitaires, parce que plus elles veulent avoir accès à des études supérieures, plus tard elles se marient. Donc c'est à 35 ans, après une agrégation ou quelque chose comme ça, qu'elles se disent, moi tiens, je voudrais un enfant. Mais comme je dis chez nous, on a déjà nos 3 V. Avant on demandait les 3 V aux hommes. La voiture, la villa et la carte de visa. Mais maintenant, la femme, elle veut avoir les 3 V d'abord et se dire, moi si je trouve un mec pour faire un enfant ou 2, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans ces rapports, ni par rapport aux hommes, ni par rapport à la sexualité, ni par rapport à la religion. C'est vraiment une question d'autonomisation de gens qui se prennent en charge, de responsables et plus. Beaucoup de femmes intellectuelles universitaires au Sénégal sont dans des ménages polygamiques. Et on se dit, mais c'est pas possible. Elles ont été à l'école, elles sont agrégées, professeurs d'université, mais elles se disent, mais non, c'est prendre un mari, bon, accessoirement pour avoir des enfants. Mais moi, je n'ai pas le temps. Je vais en mission, je travaille, j'ai mes réunions. Quand je rentre à la maison, j'ai pas envie d'avoir un mec qui me dit qu'est-ce qu'on mange, etc. Donc, c'est pour ça que quand j'entends, mais nous savons ce qui se passe, moi, Rokhaya, je la connais depuis le Sénégal, nous suivons beaucoup ce qui se passe aussi bien en France qu'aux États-Unis, etc. C'est pour ça que moi je dis, notre problème, nous, c'est plutôt un problème économique. C'est-à-dire que c'est un système capitaliste dans lequel nous essayons d'avoir notre place, parce que plus nous sommes économiquement au même niveau que le système ne nous discrédite pas, ne nous exclut pas, si nous avons accès aux moyens économiques, à partir de ce moment-là, nous pouvons contrôler nos destins. Donc, mais quand on se voile, le Sénégal est à 98% musulmans, donc on n'a pas le problème du voile. Parce que heureusement, que, par exemple, le mouridisme, qui est une voie soufie au Sénégal, se dit qu'il n'y a pas de souci. Le mouridisme, Dieu, voilà. Qu'est-ce que vous choisissez? La spiritualité
Vous voulez être dans la spiritualité, dans des retraites, dans chercher Dieu, etc. Ah ben là, vous vous voilez. Mais on nous offre une autre branche qui est le baïfalisme. On dit que ben non, si tu n'as pas envie d'être dans la spiritualité, de rechercher Dieu, l'alternative c'est le travail. Et bien sûr, tout le monde se dit, je préfère choisir le travail où je n'ai pas besoin ni de me voiler, ni de me couvrir, ni de chercher Dieu, mais tout simplement de m'attacher la taille. C'est la ceinture du baïfal. M'attacher la taille pour travailler. Donc ça nous permet même au niveau de l'islam, pour un pays aussi musulman que le Sénégal, de choisir cette voie du travail où on ne peut pas être dans des voiles, des trucs comme ça. Donc nous c'est vraiment un féminisme donc, au niveau du système capitaliste, matériel, je ne sais pas comment on peut l'appeler, plutôt que dans d'autres concepts, parce que bien sûr, ce n'est pas les mêmes contextes aussi. Donc, si je vivais en France, au Sénégal, il n'y a personne qui nous dit que tu es noir, parce que tout le monde est noir. C'est pas comme quand on va au blanc, les enfants disent, tu vas bien. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas du tout, c'est pas mon débat. Parce que moi, je suis dans un autre contexte où vraiment nous devons nous trouver les moyens, nous essayons d'assurer la survie, de nous occuper et de nos maris, et de nos frères, et de nos amants, et d'assurer l'éducation des enfants, qu'on puisse avoir accès aux soins de santé. Vous avez appris certainement dans les informations la semaine passée, une jeune fille de 12 ans est morte dans un hôpital à Pikine, uniquement parce que la famille n'avait pas de quoi. Et même la famille a dit qu'elle a payé, mais on n'a pas pris soin de l'enfant. Et là, maintenant, ce matin, j'ai vu dans les nouvelles que la Cour suprême, le procureur de la République s'est autosaisi de l'affaire. Donc quand on est face à des problèmes de survie du quotidien, on a d'autres soucis. Mais je dis, le jour où nous allons atteindre un certain niveau de développement, peut-être qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons peut-être nous poser les mêmes questions qu'on se pose dans le pays développé. Alors justement, je sais pas, si vous me permettez, je vais donner la parole à Maboula Samaoro pour répartir et équilibrer la parole. Mais justement, beaucoup vont dire peut-être que quand on sera un pays développé, est-ce que c'est pas plutôt une question de société multiculturelle, finalement? Alors, ce problème se pose, ce schisme dans le féminisme se pose. Je vais essayer de répondre à cette question, mais je voulais quand même faire des commentaires par rapport à ce que Sophie et Ken viennent de dire. C'est-à-dire qu'évidemment, et c'est ressorti depuis le début des débats, évidemment, chaque contexte est particulier et chaque contexte va donner des modalités d'expression féministe différentes. Donc je ne pense pas que Ken ne soit pas à sa place aujourd'hui, c'est-à-dire que l'expérience sénégalaise ou togolaise ou congolaise aujourd'hui existe, s'articule selon des modalités particulières qui font que peut-être que les combats sont différents. Mais par contre, ce que je trouve important, c'est de garder en tête l'idée que la question économique est capitale. La question du capitalisme se pose dans la mesure où le capitalisme est responsable de la production de ces identités dont nous parlons aujourd'hui. Donc ces identités de genre, ces identités raciales, ça aussi c'est lié au fonctionnement capitaliste, et que s'il y a des questions qui ne se posent pas aujourd'hui, elles se poseront à un moment ou à un autre, quel que soit le stade de développement. Puisque là, je ne pense pas qu'on puisse opérer on va dire une opposition simple entre les sociétés qui seraient plus traditionnelles ou pas encore développées, ou des sociétés telles que la France, par exemple, qui seraient plus avancées. On voit bien que dans les combats féministes, le combat n'est pas terminé en France. Il y a actuellement une campagne sur les violences sexuelles, le harcèlement sexuel, et on a l'impression qu'en 2017, la France se réveille, qu'est-ce qui se passe? Les femmes sont victimes de ci ou de... On le sait. En tout cas, les femmes le savaient déjà. Donc le moment où on décide d'en parler, c'est ça qu'il faut interroger. Le moment où on décide de taire ce type d'agression, c'est vraiment ce mouvement entre le silence et la voix qui est donnée à ces agressions et qui dépend de la place occupée par certains groupes à certains moments. Et après, ce que je voulais dire également, c'était ce que vous avez mentionné, Sophie, sur le post-colonial, précolonial, colonial, décolonial. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'on arrive à décentraliser ce moment colonial, puisque c'est ce que vous déplorez, que l'instant colonial soit le moment clé duquel découle tout ce qui s'est passé avant ou après?
Et donc moi je suis d'accord avec vous, mais j'ai l'impression qu'on est coincé dedans. On espère la fin. On sortir du piège. Oui, il faut en sortir du piège, mais si par exemple on parlait aujourd'hui on est tous réunis par présence africaine, même si là on est dans la 70e année de présence africaine, fondée à Paris en 1947, dans le contexte colonial, c'est ça la réalité, dans le contexte colonial, pour faire entrer une pensée issue du continent africain ou issue de la diaspora, pour la faire converser avec d'autres mouvements intellectuels du monde et pour préparer les décolonisations. Donc, quand on parle même 70 ans plus tard de ces nouveaux citoyens français, de la question de l'islam, la question de la race dont on a du mal à parler, on est dans les conséquences du colonial. Donc, pour moi, ce que vous dites me fait un peu penser à l'idéal républicain, c'est-à-dire l'aveuglement à la race ou des choses comme ça que l'on espère, mais qu'on n'a jamais vu. Historiquement, on n'a juste jamais vu. Donc, bien entendu, il faut le dépasser, mais avant de le dépasser, il va falloir vraiment le creuser et le reconnaître. Voilà, et le déconstruction du décide. Merci. Merci. Oui, parce que avant de refermer un livre, il faut l'avoir lu. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Simplement, ce que je veux dire, ce que je voulais dire rapidement, enfin, c'est un débat qui va prendre des heures, hein, mais rapidement, pour fermer cette page, c'est que l'histoire ne commence pas au colonial. Voilà, simplement. Elle ne commence pas au colonial. Nous avons des histoires anciennes. Nous avons des histoires multiples. Et si on ne tient pas compte de cette lourdeur, de cette ancienneté de l'histoire, si on fait commencer l'histoire au colonial, on se coupe de quelque chose d'extrêmement important, dans le positif et dans le négatif. C'est-à-dire qu'on ne sait pas se regarder. Simplement ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire sous-estimer le colonial. Non, bien sûr, il existe, il a formaté des histoires, des récits, des réalités, etc. Mais simplement ne pas faire commencer l'histoire à un moment donné parce que ça devient de la théologie. Si on donne une date à quelque chose, on en sort de l'histoire pour entrer dans la théologie, simplement. Donc dans la croyance, donc dans l'enfermement. Voilà. Et je voudrais revenir sur deux choses. La question de la liberté, la question du droit. Rokhaya disait, moi ce qui m'importe, c'est que les femmes soient libres ou pas de porter le voile, comme que les prostituées soient libres ou pas de faire ce travail, qui est le travail de vendre son corps. Dans ce cas-là, je le rapprocherai de ce que vous disiez, votre critique du capitalisme, en tout cas votre mention du capitalisme. Je crois que cette acception du terme de liberté est ce que j'appellerais une acception parfaitement libérale. Libérale. Je comprends qu'on puisse être libéral, hein. C'est ce qu'on appelle les libéraux libertaires, etc. Donc, on ne peut pas en même temps défendre les libertés libérales et être anti-capitaliste. Ce n'est pas possible. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une contradiction qu'il convient d'aller creuser, d'aller fouiller. Moi, je veux savoir quelle est la liberté d'une fille dans une banlieue de Tunis ou dans une banlieue de Paris. Porte le voile. Il y a des filles qui portent le voile tout à fait volontairement, de façon tout à fait librement. Elles pensent qu'elles sont en adéquation avec leur type de croyance, avec ce qu'elles mettent dans leur croyance et dans leur foi. Très bien, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. C'est pas mon opinion, mais chacun, heureusement, il doit dans la banlieue. En revanche, dans une banlieue de Tunis, dans une banlieue de Paris, quand les frères traitent la fille, et je m'excuse d'employer un langage vert, mais traitent leur sœur de pute si elle n'est pas habillée de pied en cap. Oui, mais parce que si pour gagner sa vie, parce qu'on a beaucoup de devoirs, on est obligé de vendre son corps, oui, la liberté. Simplement. Donc, qu'est-ce qu'on définit par la liberté? La liberté, c'est très difficile à définir, parce qu'elle est toujours contextualisable, elle est toujours dans un contexte. Et moi, je ne crois pas à la liberté comme ça. Je veux savoir quel est le domaine de la liberté, quel est le domaine, quel est le périmètre dans lequel s'exerce cette liberté. Bon. C'est du droit, pour revenir à ce que disait Ken. Si on prend, toutes les législations, je dis bien toutes, sauf celle du Cap-Vert, c'est tout petit, hein, on entend en parler. Il n'y a pas une législation, je ne parle même pas au niveau du code de la famille, des codes de la famille, au niveau économique. Il n'y a pas une législation égalitaire, pas une. Je prends simplement les législations foncières.
C'est important le foncier, dans un continent qui est encore aux 2 tiers agricole. C'est important. Il n'y a pas une législation foncière agricole. Au Mali, par exemple, les femmes dans le code foncier n'ont pas le droit à la propriété plénière de la terre. Comment voulez-vous venir me parler de développement économique si on ne lit pas la question du développement économique à celle du droit, dont il y a des lieux de bataille? Je veux bien que la lutte, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites la lutte pour le quotidien est importante. Mais la lutte pour le quotidien, elle est corrélée à la question du droit. Elle ne peut pas ne pas être corrélée à la question du droit parce que le droit est misogyne dans nos pays. Comprennent le droit économique, comprennent le droit social, comprennent le code de la famille, le droit est misogyne. Alors s'il y a des femmes universitaires qui veulent être polygames, après tout c'est un problème, ça ne me regarde pas. Bon, dans un pays comme la Tunisie, la polygamie est interdite depuis 1956, donc la question, non, je sais. Mais, en revanche, quand le Sénégal refuse, mordicus, de libéraliser l'interruption volontaire de grossesse, mordicus, ça ne s'appelle pas une politique misogyne. Quand le Haut Conseil islamique au Mali, il y a 10 ans, c'était encore son ATP, fait descendre 50 000 personnes dans la rue au nom de la religion, qu'elle soit instrumentalisée, c'est l'évidence, pour empêcher la réforme du code de la famille. Là, ce n'est pas moi qui organise les rencontres, c'est le rencontre entre religion, économie, sexisme, domination masculine, elles se rencontrent tout à fait en dehors. C'est un fait. Maintenant, comme vous disiez, comment on les aborde, selon le contexte. Mais elles sont là. On ne peut pas ne pas les voir. Oui, mais le problème de l'interruption volontaire de grossesse au Sénégal, c'est sur la table de l'Assemblée. Parce que les gens se battent pour faire ça, mais pour le moment, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore. Mais nous avons. Oui, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à quand je quittais, c'est pas encore. Nous n'avons pas encore. C'est pas encore ratifié, je sais pas comment. Légiférer. Le problème du foncier, mais ça, c'est ce que je disais au départ, l'accès à la terre, parce que nous savons que le problème que nous avons en Afrique subsaharienne, que je connais, nous avons un problème foncier. Et on parle de famine, de lutte contre l'éradication de la faim, mais nous savons qu'il y a plus d'1 million d'hectares de terres qui sont bradées aujourd'hui sur le continent. C'est les Chinois, c'est même les Marocains sont arrivés, les Italiens, et nous avons, ça c'est une menace, parce que je dis au moins qu'on nous laisse nos terres, parce qu'avec l'agriculture familiale, nous pouvons lutter contre la famine. Mais nous avons donc ce problème du foncier qui est vraiment très important, et l'accès des femmes à la propriété, bien sûr, ça va avec ce foncier. En dehors du foncier, de l'interruption volontaire de grossesse et les violences domestiques dont je parlais, avec une maison rose qui a été créée à Pikine dans la banlieue, soutenue même par la maman de Madame Seydou, qui est actrice, qui a dit qu'elle a été harcelée parce que sa mère vit au Sénégal. Elle soutient cette maison rose, Madame Schulberger, parce que c'est la famille Schulberger, qui essaie pour les violences domestiques. Le problème, l'autre que nous avons chaud aujourd'hui, c'est le problème de l'homosexualité. Parce que de plus en plus au Sénégal, nous n'avons pas des problèmes de racisme, de laïcité, de voile, mais c'est le problème de l'homosexualité. Parce qu'il y avait l'homosexualité qu'il faut qu'on reconnaisse. Parce que nous avions la période des drag queens, les gordigènes, donc les hommes-femmes, que nous avions au Sénégal. Mais maintenant, il y a de plus en plus de femmes lesbiennes au Sénégal. Et il y a eu des policiers, parfois, quand 2 femmes s'embrassent, on les envoie en fait, au dépôt, mais on ne les emprisonne pas, etc. Donc, les combats actuels, en dehors de notre petit commerce, d'aller acheter des pagnes au Mali ou au Bénin, des bijoux plaqués, d'aller en Gambie, de sécher le poisson, bien que nous n'avons plus de poisson, parce que nos ressources halieutiques sont exploitées par les Européens, et par les Russes, les Japonais, etc., et les Chinois, et le piratage de nos... mais les femmes
dans le petit commerce, préparer des petits déjeuners le matin, vendre du jus, vendre des petits sandwichs, dans les marchés. D'ailleurs, vous venez au Sénégal, en Afrique subsaharienne, il n'y a que les femmes que vous voyez dans la rue, elles sont dans 10 000 trucs, etc. Il y a maintenant, au niveau des combats, au niveau du pays, c'est le foncier, mais c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, l'interruption volontaire de grossesse et le problème de l'homosexualité. En dehors de ça, nous voulons du petit crédit pour faire nos petits business, pour donner à manger à nos enfants, à nos maris, à nos frères, à nos familles. On arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Je vais demander une dernière question à Rokhaya. On voit, Est-ce que je peux juste répondre rapidement? Je vais essayer de répondre rapidement parce que je pense que j'ai mal été comprise sur ce que je disais quand je parlais de liberté. Il n'y a aucune liberté quand un homme oblige une femme à se vêtir d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je dis encore une fois, c'est que je défends évidemment le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est-à-dire à contester l'autorité des hommes qui leur imposent de se voiler, de recourir à d'autres formes de transformation de leur corps, mais ça, c'est, je pense que la majorité... Et l'autre chose, c'est qu'aucune de nous n'est voilée, donc c'est vrai que moi, je me sens un petit peu mal à l'aise de parler à la place de ces femmes-là, parce que je pense que la première des choses qu'on devrait faire, si, parce que quand vous dites quelle est la liberté de ces femmes-là, je pense que c'est à elles qu'il faut demander, et c'est à elles aussi de parler en leur nom propre, donc je crois que c'est aussi important de rappeler que ces femmes-là ont des droits. C'était justement ma question de conclusion, après on va donner la parole à la salle. Justement, il y a des questions de représentation. Est-ce qu'on peut pas, parce qu'on parle de féminisme et de branchisme, est-ce que vous pouvez trouver un rassemblement, une union? Parce que Ken Bougoul faisait cas des revendications des femmes au Sénégal, voilà, si vous en avez besoin. Vous parlez ici des revendications des femmes musulmanes ici en France, dont elles ont besoin d'être respectées. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une union, un rassemblement autour? Est-ce que votre combat féministe est aussi pour ces femmes au Sénégal? Est-ce que Ken Bougoul, vous pouvez comprendre est-ce qu'on peut militer ou est-ce qu'il faut être forcément noir pour militer, représenter les femmes noires? Alors, je veux juste rapidement, alors juste, j'ai pas terminé, enfin, juste quand même rapidement sur la question du capitalisme, je pense qu'il y a des formes d'exploitation des corps humains qui ne sont pas uniquement, s'expriment pas uniquement dans la prostitution, c'est-à-dire qu'on peut complètement s'interroger sur la manière, par exemple, dont ces mineurs sud-africains ont péri pour servir les intérêts d'entreprise. C'est-à-dire que je pense que l'indécence du capitalisme, elle n'est pas uniquement dans la prostitution. Il y a plein de gens qui font des travaux. Voilà, mais c'est pour ça que je trouve que c'est important d'élargir la perspective. Il y a plein de gens qui ont des travaux qui sont pénibles. Et l'interrogation, elle ne peut pas se réduire uniquement à l'exploitation du corps féminin. Je crois, enfin, tout le monde a évoqué la question des violences sexuelles. Je crois que ça, c'est quelque chose que toutes les femmes du monde comprennent et ça prend des formes différentes. Effectivement, comme le disait à l'instant Maïla Soumaoro, avec tout ce qui se passe autour du hashtag Balance ton corps actuellement en France, on a la moitié des Français, donc les Français, des hommes qui ont l'air de découvrir ce que vivent quotidiennement les femmes françaises. On est dans un pays où il y a un viol toutes les 7 minutes et que la plupart des femmes, en fait, ne portent pas plainte parce que il y a des conditions d'accueil de leurs paroles qui sont absolument indignes, parce qu'elles savent que c'est un processus pénible qui risque de ne pas aboutir. Et donc ça, je pense qu'il y a une compréhension. Il y a des luttes qui sont communes, c'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir des luttes qui vont concerner des groupes qui auront besoin de parler de leurs thématiques dans des groupes clos, mais qu'il y a des luttes qui concernent toutes les femmes. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que on doit aussi parler de son propre contexte, c'est-à-dire que je comprends des choses que dit Ken Bougoul parce que mes parents sont sénégalais, donc il y a plein de choses qui ont été, qui me parlent, mais je n'ai jamais vécu au Sénégal, et je n'aurais pas l'arrogance d'aller expliquer des choses depuis ma perspective française à des gens qui vivent dans des contextes que je connais finalement de loin, ou le temps de quelques vacances, ou par une culture qui m'a été transmise. Voilà. Moi, je voulais juste revenir aussi sur cette question de la circonscription, c'est-à-dire que l'exploitation capitaliste qui n'est pas visible seulement, par exemple, dans le domaine de la prostitution. Et je voudrais aussi parler de la circonscription, par exemple, la question du voile qu'on a mentionné et qui, dans la France hexagonale, aurait cours dans les banlieues. Mais cette oppression des femmes musulmanes, qui serait une oppression des femmes, n'est pas circonscrite à ces périphéries des grandes villes françaises. C'est important, donc, parce que quand on a ce discours sur l'interdiction, sur la justification de l'interdiction, par exemple, du voile dans les écoles publiques, on a l'impression que
sur la question féministe, sur la question du droit des femmes, seuls certains territoires de la République sont affectés. Et on laisse de côté le caractère largement misogyne et sexiste de la France dans son ensemble. C'est-à-dire que associer la question de l'oppression de la femme à ce signe religieux qui vient de la religion musulmane, c'est associer un caractère sexiste à une population musulmane qui viendrait, comme par hasard, d'anciens territoires coloniaux. C'est ça le problème. Et comme si donc ce sexisme traditionnel viendrait de la non-modernité de ces territoires qui maintenant envahissent la France, alors que la France hexagonale, la France blanche ou la France chrétienne, elle, ne serait pas sexiste. Ce qui est complètement faux et ce qui fausse l'analyse et la lutte pour l'avancée de ces femmes. Et enfin, pour revenir à votre dernière question, Stéphanie, je pense que, bien entendu, il n'est pas obligatoire de faire partie d'une communauté pour parler de cette communauté, mais par contre, je pense qu'il est primordial de laisser la primauté de la parole aux personnes qui sont les premières concernées. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'indécent à se substituer de substituer une parole à celle de personnes qui sont, alors que ce soit voilées, aujourd'hui on a beaucoup parlé du voile, mais en laissant de côté le fait que souvent en France, quand on parle de l'islam, on a tendance à parler plus particulièrement de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que les identités musulmanes et les identités noires, même si on peut être malien, sénégalais et musulman, ça veut dire des choses complètement différentes. Soit on est musulman, soit on est noir. Donc si on est noir et qu'on n'est pas voilé, on n'est pas une musulmane et c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose à vraiment de primordial, à laisser la parole aux personnes qui sont les premières concernées, et après la décence des personnes qui veulent s'allier à une cause, c'est de laisser les premiers concernés se parler. Ça, c'est un principe qui est... D'accord. Moi, je pense que tout le monde peut parler de tout. Personne ne peut parler à la place. On devait finir à 18h, mais on va prendre quand même quelques questions et puis on va laisser les intervenants répondre. Bonjour à toutes. Merci beaucoup pour ce débat très intéressant. J'ai une question pour Rokhaya Diallo qui en a parlé brièvement, mais pour celles qui souhaitent répondre, au sujet de la non-mixité du mouvement afroféministe. J'ai eu un grand débat avec ma mère qui est blanche, mon père est noir, et donc sur la non-mixité qui est un sujet justement qui fait débat. Donc je voulais avoir vos avis et vos arguments sur cette non-mixité. Bonjour. Je vous remercie aussi de vos différentes interventions sur le féminisme. Eh bien, à vous entendre parler, on dirait que c'est des voix ou des complaintes dispersées. Mais pourtant, je pense qu'il y a un dénominateur commun, et que ce soit la femme sénégalaise ou la femme en France. On a toujours le dénominateur commun, c'est-à-dire que le principal mal ou la source du mal est systémique. Donc, si on remonte, à partir du moment où on a conscience que c'est systémique, eh bien, vous ne devrez plus jamais se battre à vous seul dans votre coin. Non seulement vous allez vous collaborer entre féministes du monde entier, mais aussi vous pouvez avoir d'autres partenaires, des sous-hommes de ce système, c'est-à-dire la fabrication de ce système. Donc le système capitaliste a une sorte de hiérarchisation ou de catégorisation, que ce soit féminine ou même masculine. Voilà. Donc il ne faut pas se perdre de vue de ça, je pense. Et il y a un ouvrage très important là-dessus. Et
Ce que Rokhaya Diallo a pu mettre en exergue tout à l'heure dans son intervention, c'est que même sur le plan féminin, la catégorisation n'est pas unique. Il y a plusieurs privilèges. Bon, il y a certaines femmes qui ont plus de privilèges que d'autres, qui ont même le pouvoir de prendre parole au profit des autres, soi-disant. Eh bien, donc, c'est ça la question, c'est de combattre un ennemi commun et combattre aussi ces sous-formes qui essaient de museler les uns contre par rapport aux autres. C'est-à-dire que le mécanisme est tellement pervers qu'une femme qui se dit féministe peut se désolidariser totalement d'une autre femme qui se dit féministe de l'autre coin. Voilà, c'est tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, et je pense qu'il y a quelques-unes qui doivent. C'est une dernière ? Oui, c'est la dernière. Sophie, quelles sont les perspectives pour le mouvement féministe à l'heure actuelle? La première question sur la non-mixité du festival. Alors, pour rappeler l'histoire rapidement, il y a un festival féministe, afro-féministe qui avait été lancé par le collectif Voici, qui est un collectif de femmes noires françaises, et qui est un festival qui a eu lieu d'ailleurs à Paris, dont certains ateliers en fait étaient réservés aux femmes noires, ce qui a déclenché une polémique qui est partie du Front National pour atteindre la LICRA, jusqu'à ce que la maire de Paris, Anne Hidalgo, propose d'interdire ces réunions comme étant discriminatoires. Alors, je pense qu'il faut rappeler le contexte. On est dans un contexte français où la quasi-intégralité de la sphère publique et des prises de parole en fait est occupée par les personnes qui sont majoritaires, à savoir les personnes blanches. Il est très rare de voir des personnes noires, des personnes non blanches, avoir accès à cette parole-là. Les personnes qui vivent des discriminations, en fait, ont besoin d'avoir des espaces où elles se sentent en sécurité pour pouvoir simplement échanger et en discuter. Et moi, l'analogie que je fais souvent, pour qu'on comprenne ce que signifie la non-mixité, c'est, par exemple, les alcooliques anonymes. Je pense qu'il viendrait à l'idée d'aucune personne qui n'est pas alcoolique de vouloir absolument s'asseoir à une réunion d'alcooliques anonymes au nom de son droit à ne pas être discriminé. On comprend bien que les gens qui partagent une expérience, alors là, c'est pas exactement la même chose, mais une expérience douloureuse, une expérience qui peut faire l'objet d'une forte stigmatisation sociale, ont besoin de se retrouver avec d'autres personnes qui vont expérimenter la même chose pour se sentir libres, soutenues et comprises. Et pour les personnes qui vivent le racisme, je pense qu'il y a dans les conditions de la prise de parole libre, c'est simplement le fait de ne pas avoir leur parole soumise au regard de gens qui peuvent parfois ne pas comprendre ce qu'elles vivent, parfois le remettre en question. Moi, il m'est déjà arrivé, c'est personnel, mais je pense que c'est arrivé à plein de gens, de raconter des anecdotes sur le racisme, des choses racistes qui ont pu m'arriver, et qu'en fait, des personnes blanches à qui ce n'est jamais arrivé remettent en question ma parole en disant « mais t'es sûr, mais tu crois pas que c'était ça, etc. etc. » Généralement, entre personnes qui ont expérimenté le racisme tout au long de leur vie, ce doute-là n'existe pas, et c'est vrai que c'est un confort de prise de parole qui est extrêmement important. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce festival-là, c'était pas un projet de société, c'est juste de se dire pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, on va se réunir pour développer des stratégies. C'est comme ça aussi que le mouvement féministe français a réussi aussi à faire émerger des problématiques qui sont ensuite devenues des problématiques nationales. S'il n'y avait pas eu la non-mixité pour réfléchir à ce qu'étaient les priorités des femmes dans les années 70, à savoir notamment l'accès à l'interruption volontaire de grossesse, on le sait, après c'est des choses même dans le quotidien, on sait que quand on est un groupe de femmes et qu'on discute, la présence d'un seul homme change complètement la nature de la discussion parce qu'on ne s'autorise pas forcément à dire les mêmes choses, il y a une complicité qui disparaît et des expériences personnelles qu'on se sent beaucoup moins libre d'exprimer. Donc je crois que la non-mixité pour moi, alors je ne vais pas développer, mais j'ai écrit un article qui est en ligne que vous pouvez trouver facilement sur Slate qui s'appelle La non-mixité, un indispensable outil politique. Si vous voulez lire, il y a vraiment, c'est plus développé. Et je vais passer la parole à Maboula parce qu'elle a participé au camp d'été décolonial et pourra en parler de l'intérieur. Merci d'avoir donné mon nom public. Mais non, effectivement, j'ai participé au camp d'été décolonial et j'ai aussi publié une tribune dans Libération de soutien au festival Nyancipo. Et vraiment, je ne vais pas élaborer, il n'y a pas besoin d'élaborer tellement sur ce que vient de dire Rokhaya Diallo, mais des fois, la non-mixité, pour faire très simple, c'est pour avoir la paix. Voilà, c'est pour être tranquille. Pour être tranquille. Les gens ont besoin de se retrouver entre elles, quelle que soit la problématique ou la thématique qui sera discutée, et elles n'ont pas envie d'avoir à se justifier ou à expliquer ou expliciter certaines choses. Voilà, c'est juste la recherche de confort et de bienveillance. Et il n'y a pas de danger
pour le fonctionnement de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que quand on a eu ces événements tels que le festival Néancipo ou la tenue du camp d'été décolonial, les peurs étaient qu'il s'agissait de ségrégation. Et là, comme le disait tout à l'heure Sophie, les mots sont importants. La ségrégation, c'est organisé par un État. D'accord ? La ségrégation, il faut vraiment être dans un contexte très hiérarchisé où le groupe qui est dominant a le pouvoir d'organiser la vie et les expériences ou les déplacements, enfin tout ce que vous voulez, même jusque dans la sphère intime du groupe des dominés. Quand il y a une association afroféministe largement parisienne qui décide de faire quelques heures de réunion en non-mixité, on ne peut pas lui octroyer le pouvoir et la force d'un État. Donc je trouve qu'il y avait quelque chose de vraiment très indécent de mentionner la ségrégation quand on sait comment la ségrégation a opéré et continue d'opérer dans certaines parties du monde, notamment la France, mais quand les exemples clés, c'est souvent l'Afrique du Sud et les États-Unis. Un groupe de dominés n'a pas assez de pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre une ségrégation. Mais maintenant, les personnes ont, je pense, le droit de décider de se retrouver entre elles pour pouvoir développer des stratégies ou pour pouvoir tout simplement partager des expériences, des conseils par rapport à ce qu'elles vivent, et qu'il faut le reconnaître. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué dans cette controverse, c'est vraiment des personnes qui ont dit « nous voulons absolument venir à ces réunions, on veut venir ». Vraiment le racisme, l'oppression sexiste, ça nous intéresse. Et ces personnes ne sont jamais là. Je veux dire, c'est des sujets, des thématiques qui sont sous-discutées en France. Alors j'aimerais bien, moi, cet enthousiasme et cet engagement au jour le jour, et pas seulement quand il y a un groupe qui va dire « écoutez, nous, ça suffit, on a besoin de passer un peu de temps entre nous et on va discuter ». Là, cet intérêt pour ce qui allait se dire au camp d'été décolonial ou au festival Néancipo, il faut vraiment l'interroger. Ça intéresse vraiment la France. Ça intéresse vraiment les groupes dominants de France, les questions du racisme et du sexisme. Arrêtons un peu. Enfin, je veux dire, l'hypocrisie, il faut que ça s'arrête. Juste un mot. Les questions du racisme, probablement pas. Les questions du sexisme, oui. Enfin, bon, quand même. Moi, j'ai suivi de très près la demande de non-mixité ne m'a pas choqué. Je pense que dans toute interrogation sur soi et sur le rapport de soi à l'autre, elle ne m'a pas choqué dans la mesure où c'est un moment qui peut être parfois nécessaire. C'est un moment qui peut être parfois nécessaire. Quand il y a eu en 1956, je sais que nous sommes invités ici par Présence africaine, ici le premier congrès des écrivains et artistes noirs, ça ressemble à trouver, on va dire à l'époque, c'était le premier congrès des écrivains et artistes noirs, parce qu'ils devaient se déterminer. Donc ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué à partir du moment où il s'agit d'un moment politique. Ce qui me pose davantage question à cette non-mixité, c'est quoi non-blanc? C'est quoi non-blanc? C'est quoi, par exemple, je veux dire, moi je suis quoi? Demandez à la police, ils savent très bien. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. J'accepte, c'est trop facile. Pour les non-blancs, en tout cas, au moins pour le camp d'été décolonial, ce qui était précis, c'était pour les personnes qui n'étaient pas victimes de racisme. C'est ça. C'est-à-dire que de racisme d'État. Et c'est-à-dire, à titre personnel, merci, ok. Et ce qui veut dire que, par exemple, une femme blanche, voilée, avait accès au camp d'été. Non, mais quel que soit le mot, on sait très bien, je pense que Rokhaya a fait mouche en disant la police sait ce que c'est. C'est toutes les personnes qui sont en galère et qui subissent certaines choses, des discriminations à l'emploi, au logement, qui ont des problèmes de santé. Enfin, on le sait, pourquoi c'est si difficile de le dire? Non, c'est pas des informations. Non, blanc, ça veut dire quelque chose qu'on le veuille ou non. Noir, ça veut dire quelque chose historiquement qu'on le veuille ou non. On est enfermé dedans. Tout à l'heure, vous venez de parler du fameux congrès de 1956, le premier congrès des artistes et écrivains noirs. C'était dit noir. C'est tout. Je ne sais pas si on a fait passer un test de couleur aux gens, mais en tout cas, les gens qui se sont sentis concernés pour présenter des communications lors de ce congrès savaient exactement à quel groupe elles voulaient s'associer. Et vous avez raison de parler de ce congrès-là, parce qu'on était encore en 1956, c'est-à-dire, je suis désolée de le dire, un moment encore colonial, où là, on avait le droit de dire noir. Et on sait. Moi, c'est vraiment pour contribuer à l'arrêt.
Donc, c'est-à-dire, c'était pour dire que de toute façon, nous, au Sénégal, au Bénin, au Mali, au Togo, malgré tous nos problèmes politiques, économiques, tous nos combats pour nous en sortir, les femmes qui ont les moyens intellectuels, qui ont la télévision, qui ont la radio, qui peuvent lire les journaux, je peux parler en leur nom, que nous soutenons tous les combats. De la Russie, nous avons soutenu les Pussycat, nous avons soutenu les FM. Une fois même, j'ai soulevé mon tricot pour montrer nous soutenons les afro-féministes, nous soutenons les black américaines, afro-américaines féministes, nous soutenons tous les combats. Quand ça allait mal à la Tunisie, j'ai envoyé des messages de soutenir nos sœurs tunisiennes, de rester vigilantes, malgré tous nos problèmes, nous soutenons les combats de tous les autres. Parce que n'importe quel combat vaut à sa valeur et nous devons soutenir tous les combats, quel que soit le combat. Alors, merci beaucoup. Donc, ces premières universités de la présidence africaine touchent à leur fin. Alors, je vous remercie beaucoup, chers intervenants. Ça a été très pertinent comme d'habitude. Alors, pour rester juste, je vais passer la parole donc à Mme Suzanne Diop, donc présidence africaine, qui va dire le mot de conclusion. Voilà. Juste quelques minutes, c'est quand même la moindre des choses. Vous remercie tous parce que c'était un défi de préparer ça aussi rapidement et après une interruption de ces fameuses rencontres de présence africaine, une interruption assez longue, on a renoué là avec une tradition qui perdurait jusque dans les années 70-80, mais vraiment en voyant le nombre de personnes qui sont encore là, vraiment je vous dis un grand merci. Et je voudrais commencer par remercier aussi M. Kaderatia, que je ne vois pas, c'est dommage, parce que c'est lui qui nous héberge et je dois dire que cette enceinte est tout à fait propice à ce que nous avons fait. Il y a une atmosphère qui est très hospitalière ici, qui est décontractée et en même temps sérieuse, entre guillemets. Et donc, vraiment, merci M. Atia. Je voudrais remercier aussi, bien sûr, tous les intervenants qui ont accepté de venir. Vraiment, c'était passionnant. C'était fait avec générosité, de bonne grâce et sans chichi et avec beaucoup de personnalité pour chacun. Merci beaucoup à tous les intervenants, ceux qui sont intervenus hier et à ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi les médias qui sont là, qui ont ouvert les 2 journées et je suis sûre qu'on va avoir des retombées qui seront bénéfiques pour nos auteurs et puis pour les intervenants et pour la Maison Présence africaine. Je voudrais remercier d'ailleurs en particulier la presse sénégalaise. Je ne vais pas vous dire ça, mais je sais que... Voilà. Oui, du chauvinisme, pardon. Last but not least, je voudrais que Elgas, Marie et Adrien viennent ici et qu'on les applaudisse. De gens, je pense à Bougard par exemple, je pense aux autres que je connais moins mais qui ont été très actifs et je voudrais les remercier. Je te passe le micro, mais je voulais juste te dire que c'est très encourageant, on va recommencer l'année prochaine et ce sera encore mieux. Voilà, merci beaucoup. Donc, au remerciement
des camarades qui m'ont aidé, donc Iboulo, qui est là, qui a distribué aussi la parole. Donc, voilà. Je remercie aussi Roger, donc un ami d'enfance aussi, qui nous a beaucoup aidé. Voilà. Alors, celui qui a immortalisé toutes les photos, donc pour la Baptiste, qui est juste là devant. Voilà. Et aussi les deux caissières qui ont vendu des livres sur le bateau. Voilà, merci beaucoup. Alors, je termine les remerciements donc, par une dame qui a été discrète dans le coin, mais qui symbolise l'histoire de Plaisance africaine et qui nous a beaucoup aidés et qui a été là pendant toutes ces journées. Donc c'est Madame Christiane Diop qui est ici. Merci beaucoup. Et juste une dernière information, donc la captation a été faite, donc un film sera disponible à la fin. Donc je ne veux pas m'engager sur un délai, mais ce sera disponible sans doute sur le site de Plaisance africaine où on vous l'annoncera à l'avance. Donc on va compiler toutes ces discussions-là et on en fera un film qui sera mis à disposition de tout le monde et surtout à disposition des pays africains parce qu'on veut contourner le biais géographique pour toucher le grand public aussi. Voilà. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent dimanche. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Sûrement sur le site d'accueil. Et après, je sais pas si c'est sur le site de Grandel, je sais pas ça.